quel plaisir, Georges, de te retrouver. Partagé. À peu près la même période d'ailleurs que l'année Un peu précédente. plus tôt. Non. Un peu plus tôt. Là, Alors, on était dans le jardin du Jardin du Palais Palais Royal. Royal, où tu as tourné Déjà, j'étais. quelques scènes. Alors, les as-tu intégrées Oui, dans bien ce sûr. film? Et c'est vrai qu'il y avait une énergie de foule comme ça qui montait Oui, doucement, puis oui. qui a fait pchit en fait. Oui, Hein. ben oui, bien sûr. mais C'était vraiment heureusement- très très intéressant. Heureusement. Alors, pour en revenir à notre Oui. édition 2025, donc cette année tu vas intervenir 2 fois au Oui. festival Merci. pour un film qui est Le Temps des ovnis. Mhm. Tu vas aussi nous proposer un inédit autour de la série que tu es en train de finir de monter, autour de la figure révolutionnaire, au sens propre, au sens figuré, Oui. de Jean-Jacques Rousseau. Et du lac Léman. Et du lac Léman, voilà, qui est aussi un des personnages finalement, Qui est un aimant. et peut-être voilà, le centre aimantant de toute cette Voilà. série. Donc on attend avec impatience cet événement et ce montage que tu nous fais la joie de nous proposer, un peu en exclusivité, pour le Festival de la Merveille et des Mystères en 2025, qui va tourner autour de la problématique en fait de l'importance de l'imagination. Donc je pense que tu as parfaitement ta place Ah oui. dans ce cadre-là, sachant que si je me souviens bien, dans tes films, on entend souvent j'imagine, ou si j'imaginais, c'est un peu une espèce de leitmotiv Oui, hein, exact. qui revient. Oui, Donc oui. l'imagination est très importante chez toi, on va en parler dans le cours de notre entretien. La première question que je voulais te poser, je crois que je te l'ai déjà posée l'année dernière, mais on va peut-être y revenir, c'est en fait comment tu choisis les thèmes que tu abordes, parce qu'a priori, il n'y a Ouais. pas de rapport Non. entre les ovnis et Jean-Jacques Rousseau, mais a priori, alors a posteriori, est-ce qu'il y aurait Oui. quelque chose qui se Alors. tisserait, qui se tramerait autour de ces deux centres-là? Alors, c'est compliqué, mais je vais essayer de répondre. Bon, les ovnis, c'était un sujet qui m'a toujours intrigué, puis on me l'a proposé, donc j'y ai travaillé, ça m'a intéressé, puis ça renvoyait au cinéma, parce que c'est une projection dans le ciel, le ciel-écran, si je puis dire. Et donc ça s'est inscrit naturellement dans le cours des films que j'avais fait, L'Alchimie, Rennes le Château et Les Souterrains du Temps, qu'on a vu l'année dernière. Le Léman et Jean-Jacques Rousseau, c'est très différent. D'ailleurs, le film n'est pas fini. Ça devait être un film de 2 heures à peu près. Et en fait, ça va être une série de 6 heures. Voilà. J'en suis déjà à 4 heures. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Et je m'aperçois d'ailleurs qu'il faut que je refasse le début, suite à la question que tu me poses, entre autres. C'est une question tout à fait normale. Pourquoi ce film? Question que je me suis posée moi aussi, d'ailleurs, qu'est-ce que ça vient faire là? Et là, c'est le début de la série d'ailleurs, où je m'implique, même dans les ovnis, j'essaye de m'impliquer dans ce que je montre, parce que finalement c'est moi qui le montre, donc il y a une vision subjective. Et c'est un film dont j'ai eu l'idée, très précisément, quand j'avais 11 ans. Ou 10 ans. J'essaye de retrouver la date. Je sais que c'est le 13 juillet, soit de l'année 1955, soit 56. Donc j'étais tout petit. Et ce qui est très curieux, et j'ai retrouvé la diapositive en mauvais état, mais ça fait rien, au contraire, où mon père m'a photographié au moment précis où j'ai eu l'intuition, pas consciente, mais quand même un peu consciente, que je ferais un film sur lac Léman. Donc il y a très longtemps. Et il y a eu presque 70 ans quand même. Alors Léman, mais pas Jean-Jacques Rousseau, tu n'avais pas entendu peut-être parler de Jean-Jacques Rousseau. À 10 ans, je ne Oui, savais même pas oui, qu'il tout à fait. existait. Par contre, en arrivant, c'était pour passer des 15 jours de vacances avec ma grand-mère. Là aussi, on commence dans les synchronicités tout de suite, puisque qui est célèbre pour ses vacances avec sa grand-mère, c'est Marcel Proust. Et il est venu quand même au bord du lac Léman, à Évian, comme on va le voir aussi. Donc c'était amusant. Donc j'étais à l'Hôtel des Princes avec ma grand-mère. Prince, parce qu'à côté, il y avait la maison d'Anna de Noailles, que fréquentait Proust d'ailleurs. Enfin bon. Et là, en arrivant, c'était un 13 juillet, et j'ai vu passer un bateau à vapeur. Et là, comme j'étais un petit garçon, j'aimais bien les trains à vapeur, et un bateau à vapeur m'a forcément séduit. Je me suis dit, c'est merveilleux, mais ce bateau à vapeur, un de ces jours, il ne va plus marcher, parce qu'il avait déjà à l'époque une 50aine d'années. Maintenant, ils en ont plus de 100, hein, et il marche toujours.
Ça, je ne m'y attendais pas quand j'avais 10 ans. Et je me suis dit, il faut quand même que je les fixe d'une certaine façon avant qu'ils disparaissent. La seule façon, c'est de les filmer. Parce qu'ils font du bruit, ils bougent, il y a du son, il y a de la lumière, il y a des couleurs, et puis il y a un beau paysage derrière, il y a tout ce qu'il faut pour faire des images. Et donc je me suis dit, je vais apprendre à faire des films. Ce que j'ai tout de suite annoncé à mes parents. Ils m'ont dit, il n'en est pas question, évidemment, c'est pas un métier, etc., etc. Je me suis obstiné. Pour ça que j'ai fait des études de lettres, à défaut d'autre chose. Ça ressemblait un peu au cinéma. Et le deuxième saut du hasard, si je puis dire, saut S-C-E-A-U, deuxième marque du hasard, ça a été qu'au programme de l'agrégation, il y avait la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Et là, je ne voulais pas la lire parce que c'est gros, c'est un peu ennuyeux d'aspect. Puis mes copains m'ont dit, oh, bah, quand même, tu devrais lire, c'est intéressant. Je l'ai ouverte et je me suis aperçu qu'on parlait du lac Léman. Donc ça fait tilt. Je me suis dit, ah ben voilà, il faut que je fasse un jour une adaptation de la Nouvelle Héloïse. Comme ça, je pourrais filmer les bateaux à vapeur que Rousseau n'a pas connus au XVIIIe siècle, mais que je ferai une adaptation un peu modernisée. Donc comme ça, on pourra filmer les bateaux à vapeur. D'accord, c'est tout à fait intéressant, hein, ces fils comme ça qui se tissent sur un très 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 long terme. Alors justement, moi, ce que je me disais, c'est que, je me demande si ton apprentissage cinématographique, en fait, n'a pas quelque chose à voir avec la démarche du Stalker, tu sais, de Tarkovsky. Oui. Ça te parle, ce film? Oui, bien sûr. On a donc un personnage principal qui a un boulon au bout d'un fil et qu'il projette a priori au hasard, mais finalement qui, comme ça, petit à petit, se rapproche d'un centre. Parce que moi, j'ai le sentiment, en regardant tes films, justement, que tu tournes comme ça et que tu gravites et que tu te rapproches petit à petit d'un centre, une machine ronde, aurait dit Rabelais, j'en parlerai moi dans ma conférence qui précédera ton film pour comprendre que l'OVNI, c'est aussi en fait l'archétype de la rotondité, donc c'est une projection quand même de son centre, ou de le centre peut-être du monde et de l'univers dans le ciel. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose que j'ai appris en creusant mon sujet du lac Léman, et j'ai creusé longtemps, puisque pendant 50 ans, avec des hauts et des bas bien sûr, eh bien qui est arrivé à Genève, à côté, pour y passer 2 mois, par hasard lui aussi, c'est Richard Wagner. Et qu'est-ce qu'il a écrit? L'anneau du Nibelung. Donc l'anneau est présent dans le lac. Voilà. C'est des anneaux aimantés. Alors d'ailleurs, le titre que tu as proposé pour ton intervention, pour ta présentation du film sur Jean-Jacques Rousseau, donc ce montage que tu vas nous peaufiner pour le festival, en raccourci bien sûr de cette série qui doit faire donc combien d'heures à l'arrivée, voilà, 6-7 heures. Donc nous, on aura peut-être la chance d'avoir un film d'1h30, 2 heures. Donc tu m'as proposé comme titre Le mystère du Léman ou Léman d'outre-tombe. Oui. Donc ça, c'est un titre qui est très intéressant, mais ça renvoie aussi en même temps au fait que ce centre autour duquel tu tournes, ça peut être un centre très positif, un centre créateur et harmonisateur. D'ailleurs, on sait que Jean-Jacques Rousseau a eu un moment heureux de sa vie, c'est lorsqu'il était sur l'île Saint-Pierre, dans le lac de Bienne, qui n'est pas très loin du lac Léman. Mais ça va plus loin que ça, c'est que la Nouvelle Héloïse, pourquoi il l'a située au bord du lac Léman? Ça se passe à Vevey, tout simplement. Une des raisons qui est sûre, c'est que qui habitait Vevey? Madame de Warens, ou Warens comme on voudra, Madame de Warens qui était la maman, entre guillemets, de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est un hommage à sa maman, entre guillemets, qu'il a fait en mettant la Nouvelle Héloïse au bord du lac Léman et à Vevey, très précisément. Donc, alors, centre qui peut être très positif et harmonisateur et centre de joie, mais en même temps, quand tu parles du lac Léman comme Léman d'outre-monde, ça renvoie aussi peut-être à... Et puis quand tu parlais aussi du CERN, où se réalisent des expériences quand même potentiellement dangereuses. Est-ce que le lac Léman, finalement, ce serait pas une sorte de trou noir ou trou blanc, je sais pas. Trou blanc. Et oui, parce que alors, mais non, ce qui me séduit, m'émerveille et me fait peur aussi, c'est que plus j'avance dans le film,
je suis l'ordre chronologique, hein, on ne va pas compliquer les choses. À l'intérieur de la série, on commence avant Rousseau, parce que ça commence à bien avant Rousseau, et je vais jusqu'à aujourd'hui, peut-être à demain, c'est pour ça que je vais finir avec le CERN. Et ce qui m'étonne, c'est que tout se tient. Et le reproche qu'on m'a fait, on m'a dit, parce que l'idée, c'était de faire une adaptation de la Nouvelle Héloïse, point. Comme le roman, il fait 800 pages, il y a de quoi faire un film quand même d'1h30, 2 heures. Et puis, je me suis dit que le roman est intéressant parce que ça a été le plus gros tirage de tout le XVIIIe siècle. On a dénombré une centaine de rééditions entre 1760 et 1789. Ce qui a déplu pas mal à Voltaire d'ailleurs, qui s'est Voltaire, senti un peu concurrencé. Oui, mais ça a plu ça à rapport. Beaucoup de lecteurs et de lectrices surtout, parce que c'est un roman féministe. L'héroïne, c'est une héroïne, hein, c'est Julie, c'est pas le personnage de Saint-Preux qui est un peu Jean-Jacques, quoi. C'est un hommage à la femme, hein, ça c'est sûr. Et au féminin. Et au féminin, bien sûr. Mm-hmm. Et à l'amour. Mm-hmm. Le lac Léman permet d'accéder à un monde qui est hors de l'espace et hors du temps, où tous les événements sont simultanés, c'est-à-dire passé, présent, futur. Alors ça peut paraître une sorte d'élucubration un peu vaseuse, mais pas du tout, parce que plus j'avance dans la série, plus les faits m'arrivent sans que j'aille les chercher. Donc tout se mélange, tout se tient, se coordonne, même des choses extraordinaires que j'ai découvert que peu de gens savent. Donc je parlais de Wagner tout à l'heure. Quand Wagner vient à Genève, en fait c'est pour soigner son eczéma. Bon. Mais c'est là où il conçoit un opéra. Il a déjà un peu l'idée, mais il en profite au pied du Salève pour méditer sur cet opéra qu'il ne fera jamais, qui s'appelle Les Vainqueurs, et qui est un opéra sur Bouddha. On imagine Wagner plutôt du côté germanique, etc. Mais il a passé 50 ans de sa vie, ou presque, à s'intéresser au bouddhisme. Ah oui, alors ça intéressera beaucoup Françoise Beauharnais. Je suppose que tu as déjà échangé à ce propos. On a déjà un peu échangé. Je ne savais pas du tout ça, par contre. Et ben non, personne ne le savait. Et après Parsifal, il avait toujours en tête de faire Les Vainqueurs. Mais il est mort, donc il n'a pas pu composer Les Vainqueurs. Mais extraordinaire. Il va soigner son eczéma au pied du Salève. Donc il va se promener au sommet du Salève. Donc je suis un peu suivi. Ça, on est en 1856. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au sommet du Salève? Un grand monastère bouddhiste. Donc, quelque part, qui répond à l'aspiration de Wagner pour la vie de Bouddha. Voilà, donc la réalité parle. Voilà. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et de toute façon, on a l'impression, moi, quand je regarde tes films, on a l'impression, en fait, que tu nous mets dans le plan, justement, de l'imaginal. Et donc, finalement, tous ces films constituent petit à petit, voilà, ce plan qui nous permet de comprendre des choses qui sont en arrière-plan, donc qui sont dans l'invisibilité, et que tu rends d'une certaine façon visible. Et ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est que c'est substantiel. C'est pas que par la parole ou le discours que tu nous amènes à tisser, voilà, cette trame sous-jacente en fait de la vie, qui est une trame de vie, une trame de mort. C'est des flux de vie, des flux de mort. Ce qui est intéressant, par exemple, avec Madame de Staël, donc Necker est chassé par le roi Louis XVI, donc il y a cette terreur après qui déboule. Et puis après, la vie revient à travers Madame de Staël avec le romantisme, et donc le retour aussi de la quête de l'absolu, de l'infini, des aspirations. Le centre peut-être de tout ça, est-ce que c'est pas un centre du monde justement, ce lac d'éléments? Je vous montrerai la séquence en juin, elle sera montée, enfin, je pense, oui, parce que j'en suis presque là. J'en suis à 2-3 séquences, mais j'espère, même si je vais le faire. Ce qui est passionnant aussi, c'est que je vous ai dit que ce qui a été le déclencheur, c'est les bateaux à vapeur quand j'avais 10 ans, donc en 1956. Mais en 1896, en août 1896, qui vient filmer les bateaux à vapeur du Léman? À Évian, justement, les frères Lumière. Et donc j'ai retrouvé les extraits, il y a 3 films, mais il y en a même d'autres qui
sont perdus, mais il y a au moins 3 films qui existent où on voit les bateaux à vapeur du Léman, qui n'ont pas changé d'ailleurs depuis ce temps-là, et qui sont déjà du cinéma. Ah oui. De toute façon, déjà le thème du bateau à vapeur, parce qu'on est dans le volatile, Ben, en même temps qui se matérialise. Oui, bien sûr. Puis entre les eaux et oui, les dames qui ont des vapeurs. Ouais, tout à fait, ça c'est vraiment passionnant. Tu avais évoqué aussi le fait qu'autour du lac de Genève, il y a un lieu qui est très spécial. Alors là, a priori, plutôt un centre d'obscurantisme et de nuit, où a été écrit le fameux roman de Mary Shelley. C'est à Genève, à côté de oui, Genève. Est-ce que c'est un point qui est lié, je sais pas, énergétiquement ou géographiquement, ou dans les liens que tu as tissés entre un certain nombre de personnalités? Il est très, très lié, pour une raison simple, mais qui est historique. Je n'ai pas besoin de chercher des liens symboliques ou autres. Enfin, ils sont sans doute aussi symboliques, mais pas vraiment. Mary Shelley et son amante, qui deviendra... Percy Shelley et son amante, qui est Mary Shelley, donc il va épouser presque tout de suite, vient à Genève. Et il rencontre Byron. C'est là où Mary Shelley conçoit Frankenstein. Alors d'ailleurs, une année très particulière, 1816. 16, qui a été une année sans soleil. Sans soleil. Parce qu'il y a eu une éruption d'un volcan en Indonésie qui s'appelait le Tambora. Tambour. Ouais, donc l'Europe a été plongée dans la nuit. Pendant pratiquement, paraît-il, pendant un an. Enfin, la nuit, c'est exagéré, mais c'était un temps pourri, quoi. Ouais. Et quand Byron, pourquoi Byron vient et Percy Shelley viennent à Genève? Pour une raison très simple, pour faire un pèlerinage sur les lieux qu'a décrit Jean-Jacques Rousseau. Mais comme il pleut sans arrêt, ils ne peuvent pas y aller, donc ils s'ennuient, donc l'un écrit Le Vampire et l'autre écrit Frankenstein. Byron et son médecin, c'est le vampire, et Frankenstein, c'est Mary Shelley, aidée sans doute après dans la rédaction par Percy Shelley. Mais sous ça bien vertigineux, il y a quand même une éclaircie. Alors Byron en profite avec Shelley pour prendre son bateau, parce qu'il est venu avec son bateau au port du lac de Genève, qu'il a fait venir de Bordeaux. Enfin bon. À vapeur? Non, à voile, à voile. Et donc ils s'embarquent pour aller à l'autre bout du lac, à Meillery, là où se passe une scène importante de la Nouvelle Héloïse. Et donc ils entreprennent un pèlerinage, donc à Meillery, à Montreux, à Vevey, à Clarens, essentiellement, et puis ils vont visiter le château de Chillon. Et en visitant le château de Chillon, qui est célèbre sur les calendriers des postes, Byron fait un magnifique poème qui s'appelle Le prisonnier de Chillon, qui est l'histoire d'un prisonnier dont parle Rousseau dans son roman d'ailleurs, qui est victime d'une injustice religieuse au XVIe siècle et qui est emprisonné pour ses convictions luthériennes ou calvinistes, et donc il passe 7 ans en prison dans ce château, puis il est libéré, et donc bien plus tard, donc Byron le fait parler dans son poème, et le dernier vers est extraordinaire, parce qu'il fait dire au prisonnier, qui est libéré, donc c'est avec regret que je redevins libre. Donc le château de Chillon devient un lieu de la servitude volontaire. Et Rousseau fait mourir son héroïne, c'est un acte manqué, il ne s'en cache pas, elle se noie dans le lac au pied du château de Chillon. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que Rousseau invente un monde heureux, utopique, conforme à personnage selon son cœur, comme il dit, à Clarens. Mais ce lieu idyllique se révèle à la longue être un enfermement, une utopie, et comme toute utopie, ça devient une dystopie, et ça devient une servitude volontaire, dont la seule façon de s'échapper, parce que, comme elle dit, mon ami, je suis trop heureuse, le bonheur m'ennuie. Et 10 pages plus loin, elle tombe dans le lac. Et donc la seule façon de s'échapper, c'est la mort quand même. Et le château de Chillon, c'est ça. Et on voit que Byron vient au château de Chillon, il écrit et Percy Shelley... C'est vraiment donc un lieu de mort, puis un lieu d'expression aussi de la pulsion de mort, parce qu'en fait, oui, et puis, que ce soit le vampire ou Frankenstein, c'est quand même des livres de prédation, qui parlent de la prédation. C'est un lieu, et d'ailleurs en plus, après avoir visité Chillon, Byron écrit un autre poème, que je mets aussi dans la série, qui s'appelle Ténèbres, et c'est la fin du monde. Donc il imagine une fin du monde à Chillon,
Et Durer, qui a, ça personne ne le sait, à part M. Redrizzani, qui avait fait une exposition sur la Clément, et qui a mis la mélancolie de Durer, la célèbre gravure, où dans un tout petit coin, en regardant bien, on voit un petit château au bord d'une étendue d'eau, et c'est le château de Chillon. Alors, j'ai prouvé, il suffit de mettre la caméra au même endroit que Durer a pu mettre, pas son chevalet, mais son cahier de croquis. Et donc ça, tu le montres dans le film? Oui, bien film. sûr. Ah oui, on voit que le château de Parce que Chillon... ce tableau-là, il exerce une aimantation comme le lac Léman. Oui, bien sûr. Il exerce une aimantation sur tout le monde, en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose autour de ce lieu? Et qu'est-ce qu'il fait Durer? Il montre un météore, comme on dit, dans le ciel, qui est sans doute une météorite. Pour d'autres, c'est une comète. Mais de toute façon, c'est quelque chose de... C'est pas le soleil, ça c'est certain. Et donc, c'est une sorte de catastrophe qui menace la Terre. Et on a donc ce lien entre le château de Chillon et une espèce d'eschatologie apocalyptique. Un point névralgique, en fait, oui. Hein, où les choses peuvent tourner positivement, négativement. Oui. Voilà. Puis cette polarisation avec le lac Léman, c'est quand même intéressant. Hein. Ah bah oui, des bien choses, sûr. Alors, c'est à la fois le lieu du bonheur, Hum. et le lieu du bonheur qui peut se transmuter ou se transformer en lieu de malheur. Voilà, Après, c'est peut-être une histoire justement d'axialité. Oui. C'est-à-dire si les choses sont un peu déviées, elles peuvent produire l'effet inverse de ce pourquoi elles étaient faites. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le nombre de gens qui sont venus là est hallucinant. J'en ai plus d'une centaine. Personnalités de premier plan. Hein, c'est pas... Et moi, j'en ai gardé 27. C'est déjà beaucoup. Ça fait quand même 27 petits films, en plus de celui de Rousseau, quoi, qui est plus long. Alors, c'est un lieu de pèlerinage, parce qu'il y a une transmission de l'intérieur du lieu, ou c'est vraiment des gens qui, parce qu'ils ont fait un certain cheminement personnel, qui se retrouvent aller à cet endroit? Byron a trouvé la réponse. Et je la cite dans Childe Harold. Là encore, c'est dans une note en bas de page, et je cite de mémoire. Il dit: le lieu qui est entre Vevey, Chillon et Meillerie est un lieu où le grand principe de l'univers s'est concentré. Et si Rousseau n'avait pas écrit la Nouvelle Héloïse, j'aurais été tout autant ému. C'est vrai, parce que tous les gens qui viennent là, ils n'ont pas tous lu la Nouvelle Héloïse, surtout avec le temps qui passe, le roman est moins d'actualité. Mais alors qui on trouve à Clarens même, Stravinsky, qui fait le Sacre du Printemps, il ne fait pas n'importe quoi. On trouve Tchaïkovski, qui fait un de ses plus célèbres concertos, et Le Lac des Cygnes. Il l'écrit à Clarens aussi. On trouve Élisée Reclus, le grand géographe anarchiste. On trouve Courbet, qui vient finir sa vie parce qu'il est exilé par la Troisième République, puisqu'on lui demande de payer la reconstruction de la colonne Vendôme, et il vient finir sa vie à Vevey. Et qu'est-ce qu'il fait? Je le montre le tableau parce que c'est extraordinaire. Il peint les bosquets de Clarens, là où se déroule le roman de Jean-Jacques Rousseau. Mais est-ce qu'il le savait? Je pense que oui, parce qu'on a fait de Courbet un personnage un peu provincial, un peu frustre, mais c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui est cultivé, qui est intelligent, qui a compris plein de choses, etc. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais disons qu'on a alors, concentration comme ça. Quand vous êtes à Clarens, qui est un petit bled, enfin, une petite bourgade de la banlieue de Montreux, entre Montreux et Vevey, vous avez ici à séjourner Gogol, ici à séjourner Tchaïkovski, ici à séjourner Dostoïevski, ici à séjourner Voilà. Alors, en plus des personnalités dont l'imagination était particulièrement déployée. Bah oui, donc là, ça nous renvoie justement à l'imagination comme faculté capable de percevoir ce que ni les sens ni la raison ne saisit. Ici à séjourner Richard Strauss, qui a composé les 4 derniers leaders, quand même. Il n'a pas composé n'importe quoi ou un petit truc. Alors toi, qu'est-ce que tu as ressenti dans ces lieux? Est-ce que tu as capté des états particuliers? Oui, j'ai essayé. Ça je pense que ça va ressortir aussi dans le film, ta présence dans le lieu. C'est magnifique. Je cours parce qu'en plus, il y a la lumière du lac, qui est un magnifique, comme on dit en termes de cinéma, les réflecteurs. Pour faire des jolis éclairages dans les studios, on met des espèces de grands carrés blancs pour
peut pas faire un éclairage direct, mais indirect Ah et oui, plus oui. doux. Le grand carré blanc, c'est la surface du lac qui reflète le Ouais. soleil et qui... Et de toute façon, si principe il y a en ce Oui. lieu, Ah bah oui, forcément, il se manifeste dans la beauté, comme disait Plotin. bien Hein. sûr. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la trace visible Voilà. en fait, du principe. Alors, est-ce que c'est un... Moi, je connais pas du tout, hein, et ça me donne envie d'y aller Ah bah, en faudra très y peu de aller. temps. Bah oui, non, mais ça c'est sûr. Est-ce que, justement, c'est un site qui est préservé d'une certaine façon? Est-ce qu'il n'est pas en train de se détériorer par Il y a des l'industrialisation? autoroutes de partout, Autoroutes, des voies ferrées, mais ça c'était pas pour me déplaire, vu que je suis un passionné Mhm. des trains, surtout des petits trains qui sont plus poétiques que les grands. Parce qu'avec ma grand-mère, on avait pris le bateau pour aller faire des petits voyages en train au-dessus de Montreux, etc. C'est 15 jours merveilleux en plus. C'est des grandes vacances comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie. Enfin, il y en a d'autres, mais pas énormément, hein, qui marquent à vie. J'ai conçu un petit système narratif, parce qu'il faut dire 6 heures quand même, 6-7 heures, c'est lourd. Donc au début, il n'y a que ma voix, pendant 1h30, c'est risqué. Pourquoi? Parce que je raconte ma vie, un peu. Mon papa... Oui, tu dois expliquer d'où vient en fait... Voilà. Donc c'est moi, important, le narrateur. Et puis, je rencontre quelqu'un qui va raconter quelque chose, il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Donc il peut parler lui aussi, mais c'est moi, puisque je suis en train de lire ce qu'il a écrit. Ouais. Donc le lecteur devient le narrateur. Ouais. Je suis arrivé au bout d'1h30 à un point de bascule qui m'a posé un petit souci, mais qui était passionnant. C'est que Rousseau donc fait mourir son héroïne, Julie, et puis donc c'est la fin du roman. Et moi je continue, puisqu'après il y a Madame de Staël, Proust, les Frères Lumière, Eiffel aussi qui vient, etc., etc. Alors comment je fais? J'ai perdu 2 voix, si je puis dire. J'ai gardé la mienne, moi je suis toujours vivant. Enfin, je me le demande des fois si je ne suis pas mort avec lui, Vincent. Et donc, il faut aussi que j'ai 2 autres voix pour continuer le Et dialogue. peut-être que c'est Julie qui ne meurt jamais, en fait. C'est peut-être le féminin en soi qui ne meurt jamais. Alors, j'aurais une voix féminine. C'est-à-dire que Julie, qui est ma voix en mourant, entre guillemets, va devenir une voix féminine. Et elle va devenir une voix féminine qui va s'éclater, parce que ça va être aussi la voix de Madame de Staël, la voix de la maîtresse de Franz Liszt, Marie Dagout, la voix d'Anna de Noailles, etc. Puis il me faut aussi une autre voix masculine qui va devenir la voix de Necker, la voix de Stravinsky, la voix de Wagner, bien sûr. L'idée géniale de Rousseau, c'est d'avoir situé son roman utopique dans un lieu réel, qui est Clarens, et donc quand Julie meurt, elle est enterrée dans le cimetière de Clarens, qui existe. Et Rousseau, dans une préface, dit « Mais ne les cherchez pas, ce sont des personnages imaginaires. » Mais en fait, tout le monde, le premier à y aller, c'est Goethe. Il va à Clarens pour pleurer sur Julie, etc. Puis après, ils viennent tous à Clarens pour pleurer sur Julie avec Rousseau, etc. etc. Donc on a cette idée que de la tombe, il n'y aurait pas de tombe. Il n'y a pas de tombe marquée Julie. Par contre, il y a une tombe marquée Nabokov. Donc c'est un cimetière assez réellement chargé. Mais il y a en faisant mourir Julie, il lui donne la vie. Voilà. C'est ça que le sujet du film. Et il la donne la vie parce qu'il y aura 100 personnages qui viennent à cause de lui. Il crée une Julie qui a une étoffe justement imaginale, qui la rend en fait compte éternelle aussi. Oui, qui est tout. Alors, ça aussi, c'est tout Madame de Staël. Elle est passionnante, Madame de Staël. C'est elle qui m'a décidé de faire une série. Ah oui, très intéressant. Quand on s'est vu, je n'avais pas encore pensé à faire une série, il y a 1 an. Et puis, en travaillant sur la séquence Madame de Staël, Necker, etc., d'une séquence, j'avais prévu, je me dis 5 minutes, ça ira très bien. Bon, ça fait 25 minutes, parce que Madame de Staël, elle est extraordinaire. Ouais. Et une vraie voix aussi. Ça fait partie des écrivains dont on entend la voix. Et qui laissent une trace de sa voix. Ma voix féminine, c'est un beau challenge pour elle, mais elle a bien compris ce que je voulais, donc il n'y a pas de problème. Mais Madame de Staël, c'est très intéressant parce qu'elle expérimente Jean-Jacques Rousseau. Elle ne l'a pas connu, mais presque. Son père l'a connu. Vraisemblablement, il connaissait son ami, pas de raison qu'il n'ait pas rencontré. Et elle l'expérimente de 2 façons. D'abord, politiquement.
elle est républicaine. Et puis quand elle voit avec Robespierre, elle voit ce que ça donne, et puis après, alors elle se barre, et puis après il y a Napoléon qui arrive, qui ne peut pas la voir, donc elle est exilée, etc. Et c'est une grande souffrance pour elle, parce qu'elle n'a pas envie d'être à Coppet, mais elle n'a pas le droit de venir à Paris, Napoléon ne veut pas la voir. Donc elle est exilée, elle va aller à Moscou, elle va aller à Saint-Pétersbourg, elle va aller à Londres, etc. Poursuivant un rêve politique de Rousseau qui s'est effondré avec la terreur et avec Napoléon qui a suivi, quoi. Donc c'est une vraie déception pour elle. Mais alors elle se rattrape, elle se dit oui, mais il a aussi inventé des nouveaux rapports amoureux. Donc je vais expérimenter ça. Et là aussi c'est une vraie catastrophe. Parce qu'elle est quand même intelligente, elle est séductrice, elle est sans doute insupportable, comme tous les gens un peu volubiles, un peu passionnés, etc. Donc ces histoires d'amour sont toutes des catastrophes. Donc c'est Madame Catastrophe sur tous les plans. Mais elle est passionnante pour ça, parce que c'est le désenchantement qui commence. Après Rousseau, c'est le désenchantement. Avec Rousseau déjà, il s'en a pas vraiment rendu compte, mais enfin, un petit peu. Mais après Rousseau, c'est le désenchantement du monde occidental qui commence. Une catastrophe atomique, hein, oui, ils sont tous... pour avoir été peut-être trop proche du centre, oui. d'avoir évalué la puissance. Et on ne s'en est pas remis. Notre société ne s'en remet pas. C'est pour ça que je fais le jardin de Julie. C'est magnifique comme scène. Je suis dessus, là. J'espère que ce sera fini pour faire bac. Julie se marie pas du tout avec Jean-Jacques, si je puis dire, avec son jeune amant quand elle a 18 ans. Son papa, qui est noble, lui dit « Tu vas épouser un noble comme moi, et d'accord, il a 30 ans de plus que toi, mais on s'en fout, c'est ce qu'il faut. Et lui, qu'il aille au diable, je ne veux plus le voir. » Bon, donc elle épouse. Elle suit la nature, parce qu'elle dit « Mon papa, c'est aussi la nature quand même. L'amour, c'est la nature, mais mon père aussi. » C'est la nature réglée de façon un peu... Oui, mais c'est son père, biologiquement, quoi, voilà. Donc elle veut, j'aime mon père, et je dois lui... Il veut du bien pour moi, je vais suivre ses conseils, et elle épouse donc Monsieur de Volmar, qui est un double de Jean-Jacques, évidemment, et donc qui est un homme des Lumières, et qui dit je vais faire, alors il se marie avec Julie, ils ont 2 enfants, et après l'autre, le Saint-Preux, comme on l'appelle, il fait le tour du monde. Là aussi c'est passionnant, parce qu'on rejoint le sujet de l'imaginaire et du réel, parce que Rousseau prend les mémoires d'un navigateur anglais qui est l'amiral Hanson, qui fait le tour du monde avec 5 galions, et il fait embarquer son personnage avec lui, et il a de la matière puisqu'il a le journal intime de l'amiral Hanson, qui est assez drôle. Lequel amiral Hanson, et là on perd presque la raison, parmi ces 5 galions, il y en a un qui s'appelle The Wager, et sur le Wager, qui y a-t-il? Le grand-père de Byron. Et qu'est-ce qui va sortir bientôt? Le film de Scorsese, qui est l'histoire du Wager, d'ailleurs, c'est amusant. Donc ça tourne, hein, ça tourne. Donc le jeune homme, il revient, il est accueilli à bras ouverts par Julie, bien sûr, et par son mari, qui est large, pas trop quand même, mais il dit, vous êtes sûrement quelqu'un de bien, vous avez plein de choses à nous raconter, et moi je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le domaine agricole que j'ai hérité du papa de Julie, et il lui montre que c'est un domaine merveilleux où tout le monde est heureux. Il dit, bah oui, les gens sont heureux, les ouvriers sont très heureux, parce que je les amène à désirer ce que je veux qu'ils fassent. Donc ils sont contents, et moi aussi, donc c'est un bonheur. Et le jeune homme dit, oui, mais enfin quand même, comment vous arrivez à les persuader ou les manipuler de la sorte? Et là c'est terrible, il dit, ben, c'est ma femme. Parce que ma femme, elle aime ses employés, et elle est avec eux comme une mère, ce qui fait qu'ils n'ont fait que changer de père et de mère pour en trouver de plus opulents. Donc pourquoi se plaindrait-il? Ils sont heureux aussi. Et après, elle dit, ma femme a fait un jardin artificiel. Enfin, artificiel, elle a construit un jardin, et elle va vous le montrer. Alors, avec le jeune homme, ils ouvrent la porte.
d'un jardin, effectivement, et quand le jeune homme arrive dans le jardin, il dit au Julie, mais le bout du monde est à votre porte. C'est-à-dire qu'elle a fait un jardin anglais, mais qui est totalement naturel. Il paraît même un jardin en friche, et avec un petit ruisseau, un petit étang, etc., etc., etc. Donc, il dit, c'est merveilleux, mais comment avez-vous fait ça? Je ne vois nulle part la trace d'un jardinier, etc., etc. Et il faut le marquer là, mais c'est qu'on a pris bien soin de les camoufler. Détrompez-vous, tout est faux, tout est artificiel. Et là, on touche notre monde d'aujourd'hui. Ah ouais, C'est pour ça que le jardin, je vais le faire en image artificielle, en image de synthèse. Très difficile à faire. Parce que si on le fait trop réaliste, ce qui est tout à fait possible, on ne verra pas la différence on, avec est un vrai on est dans le meilleur des mondes. Là, voilà, ben oui, c'est absolument. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que tu dis oui que en fait, le mari de Madame de Staël en fait, se positionne comme étant un père pour des gens qui ne sont pas ses enfants. Alors que Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, avait dit que à partir du moment où on n'était plus sous l'autorité du père, on devait effectivement être affranchi de toute autorité et que l'État ne devait pas être un substitut du père. Donc là, c'est mais en même temps, la famille, c'est naturel. Pour oui, c'est ça. Mais lui, oui, mais ça devait s'arrêter à partir du moment où l'individu adulte sort du milieu familial, il n'a plus à avoir de tuteur. Voilà. Il ne doit pas se soumettre à une autorité qui remplacerait celle du père. Voilà. Sinon, c'est continuer de rester dans l'enfance. Oui. Et finalement, être dans un asservissement volontaire, un confort, et qui n'est pas bon, et qui même engendre, in fine, un effondrement, une catastrophe. Parce que, oui, pour une raison simple, c'est que l'utopie de Rousseau, il le dit lui-même, ça ne convient qu'à des toutes petites structures. Il dit même le canton de Genève, c'est encore trop grand. Parce que toute petite structure étatique, hein, enfin, une commune, une ville, tout petit État, ça va vouloir grossir. C'est la notion de progrès. Et donc, si ça veut grossir, ça va annexer le voisin, ça va faire les guerres et ça va recommencer comme c'est. Alors, il y a un truc extraordinaire. Et après, dans la même séquence du jardin artificiel, Rousseau, donc son personnage du jeune homme, dit, mais enfin Julie, ça va pas parce que vous avez dépensé une énergie folle à faire ce jardin qui ressemble à un jardin naturel. C'est idiot, puisque juste à côté de la maison, vous avez des bosquets qui sont très beaux et qui a pas besoin de faire un double. Et là, Volmar lui dit, mais songez, monsieur, avant de poser votre question, vous auriez dû réfléchir, parce que jamais, depuis son mariage, Julie n'a mis les pieds dans les bosquets dont vous parlez. Et pour cause, c'est là qu'elle avait eu son premier grand baiser d'amour avec le jeune homme. Donc là encore, il y a l'idée qu'il y a deux natures. Il y a une nature artificielle sans danger et une nature naturelle, si je puis dire, qui a tous les dangers de l'amour, de la séduction, mais en même temps qui sont la nature. Donc comment on fait pour... Et alors, comment on fait? On fait comme Volmar, et là il est terrifiant, Volmar. Le lendemain, il prend les deux jeunes gens par la main et dit, on va aller se promener, on va aller dans les bosquets, les fameux bosquets naturels. Voilà. Et là, il dit, bah écoutez, alors il s'assoit sur un tronc d'arbre, et il dit, écoutez, voilà, j'ai bien compris, vous désirez encore ma femme, et ma femme vous désire peut-être aussi, mais c'était il y a longtemps. Vous désirez le souvenir de ma femme. Donc, c'est simple. Pour que vous soyez vraiment heureuse, alors ça vous fait souffrir parce qu'il n'est pas question que vous couchiez avec elle. Attendez, on n'est pas chez les libertins ici. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous perdiez la mémoire. ôtez-lui la mémoire, il n'aura plus d'amour. C'est le bouddhisme. Et on voit ce que ça donne. Ça donne une société qui va vers la guerre. C'est simple. Et c'est là où ça devient passionnant encore plus. Et ça, j'ai découvert au mois de... Après qu'on se soit vu, au mois de juillet-août, septembre, un écrivain passionnant, inconnu, enfin on en avait parlé au téléphone, qui est Sénancour. Ah oui, oui. Que personne n'a lu et que tout le monde a oublié. Enfin, même de son vivant, il était déjà oublié. Donc, Sénancour est un grand disciple de Rousseau. Et il fait un roman qui s'appelle Obermann, L'homme d'en haut. Et cet homme d'en haut va vivre en Suisse. Bon, je connaissais Obermann de nom.
vu que la grecque de lettres, j'étais bien obligé de connaître de nom, mais j'avais jamais été ouvrir son livre. C'est grâce à Franz Liszt, vous voyez, il y a de vivant, qui raconte qu'avec Marie Dagou, ils font un voyage d'amoureux en Suisse, et ils amènent 2-3 livres, et ils amènent notamment Berman de Sénancourt. Et Liszt est tellement séduit par ce livre qu'il va composer une pièce de piano qui est très belle, qui s'appelle La Vallée d'Obermann, qui est d'ailleurs dans le film. Et pourquoi il fait ça? Je me suis dit, maintenant, il faut que je lise Obermann. Liszt, c'est pas n'importe qui, il trouve quelque chose chez Obermann, et j'ai trouvé ce qu'il a... Dans la séquence, c'est un peu longue, mais je la passerai à Fervac, parce qu'elle me semble en plein dans le... je la présenterai un peu pour qu'elle... Je ne sais pas comment la raccourcir, parce que... Alors, il y a déjà le morceau de Liszt, il y a des beaux plans de montagne, paysages, et que dit Sénancourt? Il dit, je suis, enfin en substance, hein, mais il le dit mieux que moi, il dit que j'ai toujours été intéressé par des hasards qui arrivent et qui mettent des événements en rapport les uns avec les autres. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Ça rappelle Jung, évidemment. Ah oui, oui, et puis un peu aussi ce que tu fais. Et après, le roman, il fait quand même 400 pages. Après, il essaye de comprendre pourquoi. C'est intéressant aussi. Même plus que Jung. Jung, il le comprend par rapport aux archétypes, à la psyché. Oui, puis dans le cadre de son travail thérapeutique voilà. aussi. Alors que Sénancourt, c'est 1804 quand il écrit ça. Donc, il n'a pas ça. Et il le comprend, il essaye de le comprendre par rapport au nombre. Il dit toute chose est une émanation des nombres. Et en jouant avec les nombres, on joue avec les choses et on les fait se marier entre elles, alors que le temps, l'espace, tout ça, ça n'existe plus, vu que ce sont que des nombres. Alors c'est intéressant. Oui, alors ça là, nous ramène à Durer aussi. Eh ben non, j'ai vu le château de Chillon et le carré magique. Oui, de après, là, on est dans Corneille, une philosophie, en fait, on rejoint à la fameuse philosophia pérenniste. Et il va plus loin encore. Alors là, ça fait peur. J'ai mis ça sur le château de Chillon. Je n'ai pas obligé. Parce qu'il parle du château de Chillon. Le lac Léman m'interpelle. Chillon surtout. Il n'en dit pas plus. J'ai dit, tiens, pourquoi il dit Chillon? Surtout, il est amoureux des châteaux forts, ce brave homme. Et non. Il dit, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'ère du désastre. Mais il le fallait. Le texte exact, c'est ça. Je ne parviens pas à me défaire de cette sorte d'instinct qui cherche une suite et des conséquences à chaque chose, surtout à celle que le hasard amène. Je veux toujours y voir et l'effet d'une intention et un moyen de la nécessité. Je m'amuse de ce singulier penchant. C'est magnifique. Oui, dans l'esprit de la langue. C'est bien écrit aussi, c'est exactement. De Rousseau, un peu plus moderne. Et après, sur le château de Chillon, alors là, ça fait mal. Hein. Plus on cherche à voir, plus on se plonge dans la nuit. Si ce monde où nous paraissons n'est que l'essai du monde, si ce qui est ne fait qu'annoncer ce qui doit être, cette surprise que le mal visible excite en nous, ne paraît-elle pas expliquée? L'arrangement du monde est que le monde actuel soit consumé. Nous passons dans l'heure du désastre, mais il le fallait. Voilà ce que les anciens pressentaient. Ils conservaient le sentiment de la détresse de la terre. Cette idée vaste et profonde a produit les institutions des premiers âges. Elles durèrent dans la mémoire des peuples comme le grand monument d'une mélancolie sublime. Bon, écoute, oui, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est magnifique, c'est beau. Ouais, parce que c'est vaste et profond comme le lac Léman. Oui, puis la mélancolie. Oui, c'est vrai.